Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Nous voici donc dans la quatrième et dernière énergie de l'année, le Sagittaire. Le Sagittaire est un signe d'intégration. Donc ne vous étonnez pas de voir dans cette conférence comme une synthèse à la fois de la croix mutable, avec des éléments que nous avons vus du coup cette année, mais aussi avec des aspects tels que le mental ou l'émotionnel abordés lors de la croix fixe et de la croix cardinale, donc avec les signes de milieu et aussi de début de saison. Il est vrai que le Sagittaire occupe une place vraiment particulière, puisqu'il marque la fin d'un cycle annuel avant de repartir justement sur un nouveau tour de spirale. C'est donc un temps d'intégration, de bilan et de silence, indispensable afin de bien pouvoir repartir l'année prochaine sur un tour plus élevé de la spirale de l'évolution. Et aussi afin d'éviter de tourner en rond du coup. Pas toujours facile d'ailleurs pour ce signe de feu, souvent plus prompt à s'agiter dans tous les sens que de faire vraiment silence. Surtout avec le tumulte des fêtes de fin d'année qui s'approchent, c'est pas facile non plus. D'autre part, le Sagittaire est le quatrième bras donc de la croix mutable. Ces 4 signes donc de fin de saison que nous avons donc étudiés cette année ensemble, avec les Poissons, les Gémeaux, la Vierge et donc le Sagittaire. En ce qui concerne l'humanité, ces 4 signes, donc qui je vous le rappelle sont des signes doubles, coopèrent à résoudre la dualité entre l'âme et la personnalité. Ceci afin de permettre à l'émergence d'une humanité libérée de la domination des formes et du matérialisme. Ainsi, l'humanité sera pleinement en capacité donc, de libérer sa nature divine, comme le témoignent tous les grands êtres donc, qui jalonnent l'histoire de l'humanité et qui nous montrent l'exemple à suivre. Ce sont des êtres libérés et pleinement libres de servir et de sauver l'humanité, de sauver même le monde, comme on l'avait vu avec les énergies poissons et le thème de la liberté. Et de mutation en mutation, justement, c'est vers cette véritable liberté que la croix mutable nous pousse inéluctablement au fur et à mesure que nous nous laissons traverser consciemment par ces grandes énergies conscience, ces grandes qualités qui transitent justement à travers ce groupe de 4 signes. Alors, que nous réserve le Sagittaire? Quel est le rapport entre le Sagittaire, la coopération, qui est le thème de ce soir, et le silence, qui est une caractéristique essentielle de ce signe et donc de la période à venir, la période en cours. À ce sujet, le Sagittaire nous dit 3 choses. Premièrement, qu'au sein de la Terre, tout coopère à l'intention de l'unité planétaire et que le véritable idéal à rejoindre et à réaliser est de s'inscrire au sein de cette coopération. La deuxième chose, c'est que dans cette coopération, l'humain doit apprendre à reconnaître sa place ainsi que celle des autres acteurs afin de pouvoir coopérer intelligemment. Et la troisième, c'est que pour cela, il doit apprendre la véritable nature et la véritable fonction du silence. Eh bien, voyons cela d'un peu plus près. Il est vrai que l'on peut être plutôt sceptique quant à l'affirmation qu'au sein de la planète, tout coopère. Il semblerait même que la coopération soit plutôt une exception et que la règle soit plutôt la compétition, non? D'ailleurs, Darwin n'a-t-il pas dit que la sélection naturelle s'élaborait selon la loi du plus fort? Que la nature est un combat incessant pour se nourrir, survivre, se reproduire et préserver les siens? Comme par exemple les végétaux qui luttent pour coloniser un espace, pour s'octroyer justement plus de lumière avant les autres. C'est d'ailleurs même grâce à cette compétition que certains arbres deviennent plus gros, plus forts, plus grands. Sans parler des animaux, qui s'entretuent, souvent sans pitié, selon la fameuse loi de la jungle, où les plus malins, les plus féroces, les plus rapides et les plus endurants s'en sortent. Les faibles, eux, sont plutôt quand même abandonnés à leur triste sort, disons. Et comme les humains
ne sont ni plus ni moins que des animaux à deux pattes, bah, il n'est pas étonnant que ce soit cette même nature, cette même loi du plus fort bah, qui règne au sein de l'humanité. Concurrence, compétition, gagnant, perdant, course au profit, culte du meilleur, culte du plus beau, du plus fort, du plus intelligent, du plus rapide, où les petits bah, sont livrés en pâture à la loi du marché, à la loi de la libre concurrence. Bah, voilà la réalité. Pas la peine de se raconter des histoires, c'est tout vu. Nous avons juste à observer ce qui se passe autour de nous, dans notre société, c'est pas rien compliqué. Bah, il est vrai que cette vision du monde, elle fait force de loi depuis de nombreuses décennies dans la conscience humaine. Mais ne pourrait-il pas qu'on soit un peu tous victimes d'une altération de la réalité? C'est du moins ce que certains scientifiques ont démontré, et ces scientifiques qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, dans des disciplines aussi variées que l'astrophysique, comme Fritjof Capra, la biologie cellulaire, comme Lynn Margulis, ou la chimie, avec James Lovelock, ou encore la botanique aussi, avec Francis Allais, pour n'en citer que quelques-uns. Mais en effet, les travaux extraordinaires, par exemple, de Lynn Margulis, que je vous invite vraiment à découvrir, démontrent avec brio que toute l'évolution sur Terre, et la Terre elle-même, est le résultat de la coopération, et non de la compétition. Elle met en lumière que tous les organismes vivants, quels qu'ils soient, sont interdépendants les uns des autres. Qu'un organisme indépendant n'existe pas. Que tous les éléments terrestres vivent en symbiose, constante avec les uns avec les autres. Elle a mis aussi en évidence, par exemple, qu'il y a sur Terre un organisme bactérien planétaire qui ne meurt jamais. Un organisme qui se renouvelle sans cesse depuis des millions d'années et qui interagit avec tous les organismes vivants comme une trame de fond afin de favoriser l'évolution de la vie. Elle prouve que tout organisme est un consortium de différents organismes ou micro-organismes, y compris notre corps. Réalisons un instant que notre corps est constitué de plus de bactéries, de champignons, de levures, de virus que le nombre de cellules proprement humaines. Nous sommes, c'est impressionnant, raison que nous sommes composés de 90% de bactéries. Et toutes coopèrent au bon fonctionnement de l'ensemble du corps. C'est incroyable. Et tout vit justement en parfaite symbiose. Et cette symbiose du vivant, elle se retrouve partout sur Terre. Car il n'existe aucun être vivant qui ne dépende pas d'autres êtres. D'ailleurs, la rencontre de Lynn Margulis avec James Lovelock dans les années 60 permit d'affiner et de démontrer la théorie Gaïa. Cette théorie stipule que l'organisme Terre est un être vivant et qui a sa propre capacité d'autorégulation, comme un organisme intelligent à part entière. Cet organisme fonctionnant en symbiose avec tous les êtres vivants qui le composent, et qui est un système où interagissent de nombreuses vies et qui contribuent toutes à l'évolution de ce système. Tout coopère à l'évolution du système Terre, du système Gaïa. Cette vision interdépendante du vivant a aussi permis d'ouvrir les yeux sur la coopération entre les espèces animales ou végétales, par exemple, et maintenant de nombreux documentaires assez stupéfiants voient le jour pour montrer justement cette coopération intra- et interrègne. Par exemple, je vous invite aussi à voir le film documentaire « Il était une forêt » de Francis Allais. Il met en évidence le réseau justement de champignons que l'on appelle le mycélium, qui est un véritable réseau de communication entre toutes les racines de tous les arbres et de toutes les plantes du règne végétal. C'est assez impressionnant. Un réseau sur lequel circulent information et nourriture essentielle, indispensable à une croissance commune de cette forêt et de ce règne. C'est pourquoi on l'appelle le web végétal ou World Wide Web. Non, pardon, mon anglais n'est pas terrible. World Wide Wood. Notre Internet, il ne serait peut-être pas une invention si récente que ça, finalement.
Mais revenons un instant sur cette hypothèse Gaïa et sur la symbiose entre la planète et l'ensemble justement de ses constituants reliés par une trame de fond commune. Cette théorie, elle vient confirmer dans la vie des formes ce que les scientifiques de l'intérieur, les ésotéristes, ont mis en lumière depuis longtemps du point de vue de la conscience et de l'énergie. À ce sujet, rappelons que toute réalité physique est le reflet d'une réalité spirituelle plus subtile. En effet, la présence du corps éthérique, comme on l'a vu en Gémeaux, est l'analogie énergétique du mycélium, ou de ce réseau bactérien planétaire, qui est comme une matrice et qui relie toutes les parties au sein d'un organisme. C'est le fondement de l'inséparabilité du vivant. Et que ce soit au sein de l'organisme planétaire, solaire, galactique ou de l'univers, tout est en connexion, en interaction, en symbiose, en train de coopérer plus ou moins consciemment à la vie et à l'intention de l'organisme dans lequel toutes les parties ont la vie, le mouvement et l'être. Toutes les galaxies et les étoiles peuvent être vues justement comme des micro-organismes en constante interaction sur la trame éthérique de l'univers, coopérant consciemment à l'intention de la gigantesque conscience qui anime cet univers. Intention qui, au passage, nous est totalement impossible de percevoir, c'est tellement gigantesque. Mais chaque partie de cet univers est en lui-même un univers à part entière. Chaque galaxie, chaque système solaire au sein des galaxies, et chaque planète au sein d'un système solaire est aussi une grande conscience qui relaie cette intention au sein de tout son organisme. Chaque partie coopérant à l'intention de l'organisme dans lequel il est immergé et duquel il est issu. C'est la même chose pour l'organisme que constitue notre corps humain. Lorsque, par exemple, notre conscience, ma conscience, a l'intention de faire quelque chose ou d'aller quelque part, toutes les cellules et les parties du corps coopèrent entre elles pour répondre à cette intention. Heureusement qu'il n'y a pas une partie de mes cellules qui décide de rester dans mon lit pendant que l'autre partie là, se trouve là devant vous. Ça ferait un petit peu désordre quand même. Pour résumer, on peut dire que dans l'univers et sur Terre, du macrocosme au microcosme, tout coopère. Et que cette coopération répond à une intention, à un plan, celui de la conscience qui anime l'organisme en question. Mais que devient la loi du plus fort que l'on attribue à Darwin dans tout ça? En fait, la lecture de la nature comme une compétition, justement pour la survie, une compétition, est en fait une interprétation hâtive, superficielle et déformée des travaux de Darwin, que l'on nomme actuellement le néo-darwinisme et qui fait dire à Darwin ce qu'il n'a pas dit. Cette conception du monde a cherché à justifier l'attitude individualiste et prédatrice de l'homme en voulant s'auto-convaincre que cette attitude est normale, puisque ce serait une loi de la nature. On a détourné un petit peu les travaux de Darwin au profit de notre conscience individuelle. Car la loi du plus fort, dont il parlait, était une métaphore avec les mots de son époque, pour rendre compte d'une évolution qui tend vers quelque chose de toujours plus adapté à l'environnement. On aurait pu parler de loi du plus adapté. Mais comme souvent, on a pris cette métaphore pour la réalité, sans en chercher plus loin, et on l'a vu comme une opportunité rêvée pour justifier, on va dire, les lois du capitalisme et de la conscience individuelle basée justement sur la compétition, le rapport de force, la prédation et le chacun pour soi, donc qui sont le fléau et le moteur de nos civilisations modernes. Alors attention, il ne faut pas voir là une intention machiavélique de détourner intentionnellement la vérité, mais plutôt l'expression naturelle d'un certain état de conscience. En effet, en conscience individuelle, en se percevant comme séparé, indépendant du reste du vivant, il est tout à fait naturel de percevoir le monde
comme un reflet de soi-même. La conscience détermine toujours la réalité, comme on le dit tout le temps. C'est pourquoi ces réalités holistiques, globales dont on a parlé plus haut, ne peuvent être perçues et élaborées que par des individualités qui ont une conscience d'ensemble ou une conscience de groupe qui soit développée. Chacun voit le monde avec le filtre de son état de conscience. Mais revenons à l'échelle justement planétaire qui nous intéresse. La Terre est donc un organisme au sein d'un organisme plus grand, mais aussi une conscience au sein d'une conscience plus grande, plus large, celle du système solaire, qui lui-même partit d'un tout plus grand. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'organe à organisme, ou si vous préférez, la loi des poupées russes, du point de vue de la forme, mais aussi du point de vue de la conscience. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre le plan planétaire, l'intention planétaire et la chaîne coopérative à l'œuvre si on ne le remet pas dans un contexte plus large du système solaire. Et bien justement, cherchons à y voir plus clair concernant ce plan, cette intention et cette chaîne coopérative de conscience, justement qui coopère à l'élaboration de ce plan, de cette intention. L'âme du soleil, que parfois dans certains écrits on appelle le logos solaire, cherche aussi à manifester pleinement les trois qualités fondamentales, les trois qualités divines qu'on appelle la volonté, l'amour et l'intelligence. Donc qui sont trois qualités fondamentales de toute âme, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans ces conférences. Alors certes, au niveau de la conscience solaire, ces qualités sont vécues à des niveaux beaucoup plus subtils que l'âme humaine. Mais dans tout le système, ce sont ces trois qualités qui cherchent fondamentalement à s'exprimer. C'est une façon, comme une autre, d'exprimer le plan. C'est ce qu'on appelle son dessein. Donc dans les écrits des scientifiques de l'intérieur, il est dit que notre système solaire a su exprimer déjà la qualité d'intelligence au cours de son dernier cycle d'incarnation. Et oui, comme nous, il a plusieurs cycles d'incarnation. Ainsi, toute la matière de son système est maintenant complètement imprégnée de cette qualité d'intelligence, ce qui pourrait expliquer la faculté d'adaptation intelligente de la matière en général. Ce qu'il cherche à exprimer durant ce cycle de vie actuel, c'est maintenant la deuxième qualité, la qualité d'amour-unité. C'est ce qu'on appelle son dessein actuel. C'est cette qualité d'amour qui est en travail dans tout l'organisme, dans tout son organisme, par l'intermédiaire de ces chakras ou centres énergétiques que sont les planètes qui gravitent en son sein. Donc, le premier acteur de cette relativement conscientisable de la chaîne coopérative est donc un membre de ce qu'on appelle le 7e règne de la nature, le règne des étoiles. C'est notre Soleil. Le second acteur est notre être planétaire, que l'on a appelé la dernière fois notre Dieu local, membre du 6e règne de la nature, le règne des planètes, donc qui travaille au service des étoiles. On vous a fait un joli petit schéma. On va essayer de représenter un petit peu cela. Donc, avec le Soleil, qui lui-même est inscrit dans quelque chose de plus grand, donc qui fait partie du 7e règne de la nature, donc le règne des étoiles, avec ses trois qualités, volonté, amour et intelligence. Et puis la planète, l'ensemble de la planète 6e règne de la nature. Donc deuxième acteur de cette chaîne coopérative. Donc, en ce qui concerne notre petit bout, on pourrait dire, de chantier au sein de l'univers, d'un petit coin de l'univers, c'est de libérer cette grande qualité d'amour-unité partout sur la Terre. Hypothèse qui semble être confirmée par tous les grands êtres qui se sont incarnés sur Terre depuis la nuit des temps. D'ailleurs, si l'on regarde au-delà même des religions, des formes extérieures de la religion, elles portent toutes le même message, un message d'amour,
d'unité entre les êtres, même si les humains ne l'ont jamais encore vraiment compris. D'ailleurs, il faut bien différencier la nature et le message à l'origine des religions et la déformation qu'en ont fait les humains. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que la véritable religion chrétienne, avec le message d'amour qu'a porté le Christ, n'a même jamais été encore vraiment essayée. Tellement c'est différent de l'amour qu'il essayait de nous communiquer. Tous les êtres porteurs de cette intention fondamentale, ces grands êtres qui sont venus sur Terre, font partie, ce qu'on appelle, du 5e règne de la nature, qui est impliqué dans cette chaîne coopérative. C'est le règne des âmes, qu'on appelle aussi des fois, que certains appelaient le royaume de Dieu, constitué de toutes les âmes divines que nous sommes fondamentalement. Donc, voilà, représenté, on pourrait dire ici, le 5e règne, donc le règne des âmes. Donc, 3e acteur de cette chaîne coopérative dans cet grand organisme. Donc, certaines âmes sont incarnées, d'autres non, mais toutes travaillent ensemble. Elles sont organisées en différents groupes et sous-groupes subjectifs de travail intérieur et se regroupent selon ce qu'on appelle la loi d'impulsion magnétique, comme on a vu dans la conférence en Gémeaux. Toutes coopèrent à l'expression de cette grande qualité d'amour-unité sur Terre. Elles coopèrent consciemment à cela. Leur représentant est le Christ, dont on a parlé aussi dans la conférence Poisson, qui est une individualité hors incarnation maintenant, vivant et rayonnant le principe d'amour au plus haut qu'il soit possible de le faire sur Terre. Il est le relais entre la conscience planétaire et l'ensemble du 5e règne. On pourrait le situer par là. Donc, c'est lui, en fait, qui inspire l'ensemble des membres du 5e règne, qui inspire fondamentalement toutes les âmes, pour permettre, lui, il ne faut pas le percevoir en tant qu'individualité, mais en tant que principe fondamental d'amour, comme une grande qualité d'amour. Comme je vous dis, c'est lui qui vit la qualité d'amour au plus haut qu'il soit possible de le vivre sur Terre. Et donc il inspire de cette qualité d'amour, justement, l'ensemble des âmes, pour permettre à ce que cette qualité puisse s'exprimer, justement, sur les plans plus denses de la manifestation, de 7 manières différentes en rapport avec les 7 groupes d'âmes et les 7 qualités essentielles, ou 7 rayons, qu'on a vu aussi rapidement dans la conférence Gémeaux. On aura l'occasion d'y revenir une autre fois. Si on a bien compris justement cette chaîne coopérative, en tout cas cette descente d'une note du haut qui commence à descendre, on peut imaginer la note justement d'amour, unité, émise par la grande conscience qui est le Soleil. La conscience planétaire la réceptionne, cette note, l'adapte à sa propre conscience et la fait résonner à son tour dans tout l'organisme planétaire. Cherche à la faire résonner partout. Le règne des âmes, le 5e règne, la réceptionne et l'entonne elle-même à son tour une octave plus bas pour qu'elle soit justement assimilable par le règne d'en dessous, le 4e règne de la nature, le 4e acteur, le règne humain, que j'ai symbolisé par un grand cercle vert. Voici et justement l'humanité doit alors elle-même à son tour réceptionner cette note et la relayer au sein du 3e, 2e et 1er règne que sont l'animal, le végétal et le minéral. Voici donc les 7 acteurs de cette grande chaîne de coopération qui travaillent à l'intention de la grande conscience planétaire. Mais plusieurs questions, justement, se posent à notre réflexion. Pourquoi, par exemple, les animaux, les végétaux, les minéraux auraient besoin de cette note d'unité ? Ne le vivent-ils pas déjà ? Oui et non. Oui, car ils ont un fonctionnement, justement, de groupe naturel, une sorte de connexion instinctive à l'ensemble de la vie. On pourrait donc dire qu'ils vivent déjà cette note d'unité. Mais l'amour-unité, tel que l'âme planétaire la vit, et cherche à la faire vivre justement dans tout son organisme, est un vécu d'ensemble pleinement conscient. Et j'insiste sur le terme, justement, conscient, pleinement conscient. Et non seulement comme un fonctionnement instinctif d'ensemble.
C'est une des particularités justement de l'évolution en cours avec cette qualité rayon 2 d'amour-sagesse. C'est d'ailleurs ce grand médiateur divin qu'est le Christ qui nous a invités à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire d'un amour conscient qui vient de très haut et qui n'a rien à voir avec l'amour sentimental dont nous sommes si friands. On voit là aussi la différence entre l'amour qui cherche à se déployer et celui qui se vit actuellement au sein des formes. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'humain joue bien son rôle justement d'intermédiaire dans cette chaîne de coopérative? Accorde-t-il son instrument, sa personnalité, son mental, sur cette note d'unité et joue-t-il justement cette note une octave plus bas comme il devrait le faire? C'est notre deuxième point justement de la place de l'humain que le Sagittaire nous invitait justement à clarifier. Encore une fois, oui et non. Décidément, et pourtant on n'est pas en Gémeaux. Non. Tout d'abord, non, l'humanité ne joue pas son rôle. Et pour reprendre l'analogie musicale, c'est comme si au sein de l'orchestre global, elle était le trombone, centré sur lui-même, tout content de jouer à tue-tête justement de son instrument, satisfait de lui-même, sans tenir compte le moins du monde justement des autres musiciens et de la note sur laquelle tout l'orchestre cherche à s'accorder. On ne parle bien sûr pas de symbiose pour le coup, ou même, ni même de symphonie qui serait plus exact, mais bien de cacophonie. À ce sujet, je vous invite à voir le très beau film le Concert, où est très bien illustré justement ce trombone dissonant à un moment dans le film. Et il y a aussi une discipline scientifique en plein essor qui s'appelle l'écologie sonore et qui consiste à enregistrer, à étudier ce qu'ils appellent les différents paysages acoustiques de la planète à différents points dans le globe. Ils évaluent ainsi la façon dont les mélodies composées par tous les organismes vivants sont impactées et pour le coup affectées par le chaos sonore de l'humain qui joue son trombone à tue-tête. Donc, on ne peut pas dire que l'humanité, justement, coopère vraiment et joue bien son rôle d'intermédiaire. Et pourtant, d'un autre côté, on peut dire que oui, du moins en partie. Car il y a toujours eu des humains qui ont fait résonner cette note d'unité, même dans les moments les plus sombres de l'humanité. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'humanité est encore debout et présente actuellement sur la planète. Mais pour pouvoir répondre plus précisément à cette question, il faut comprendre plus pratiquement comment la note du 5e règne transite par le 4e règne de l'humanité. Donc, comment ça se passe de là à là? Alors, il y a plusieurs groupes dans l'humanité qui relaient plus ou moins consciemment justement cette note. Premièrement, il y a un groupe d'humains conscients de leur nature divine, conscients d'un plan d'amour qui cherche à se manifester de haut en bas. C'est un groupe relativement restreint et qui, bien qu'ayant un corps humain de 4e règne, a développé une véritable conscience d'ensemble, une conscience de 5e règne. Il réalise pleinement que l'humain est un être divin, dans un corps animal, comme on avait vu en Gémeaux et en Vierge. D'incarnation en incarnation, par leur discipline, leur sacrifice ou leur don de soi, ils ont appris à maintenir le mental dans la lumière supérieure. Ils ont appris à développer le mental abstrait et l'intuition, et ainsi à volonté se laisser impressionner par les idées que les grands êtres du 5e règne cherchent à imprimer dans leur mental pour le bien de toute l'humanité. C'est pourquoi on peut l'appeler, ce groupe, le groupe des penseurs intuitifs. On va le mettre là, c'est donc ce groupe-là. On va mettre intuitif. Alors, j'ai dessiné peut-être un peu gros, mais il faut le voir un peu plus petit. Donc, c'est ce groupe de penseurs intuitifs qui, par leur intuition, ont accès justement à une connaissance vécue des lois de l'âme et des principes qui cherchent à être révélés, inaccessibles par le simple mental concret.
Je vous renvoie aux conférences donc, de la Croix cardinale, notamment aussi au cancer, pour comprendre justement le fonctionnement du mental et de l'intuition. Donc c'est ce groupe qui ensuite projette justement ces idées qui ont été perçues par cet outil justement de l'intuition, qui projette ces idées dans le mental d'un deuxième groupe, donc sous forme de grands principes, de grands idéaux chargés de toute l'intention du monde des âmes. Par exemple, la coopération, justement que l'on cherche à approfondir ce soir, est un de ces grands principes issus de la qualité d'amour et qui demande à être déployé, compris et vécu à toutes les octaves. On peut appeler ce deuxième groupe, qui réceptionne ces idées, qui sont un peu plus nombreux, les penseurs véritablement idéalistes. Voilà. Donc, on va mettre les penseurs idéalistes. Ce sont tous les chercheurs de vérité animés justement par un idéal de bien commun et qui utilisent leur mental, qui travaillent et pensent à fond un sujet pour le bien de l'humanité, pour les justes relations sur Terre. Même s'ils n'ont pas forcément conscience que les idées qui leur viennent ne leur appartiennent pas en particulier. Elles ne sont pas nées de leur propre mental personnel, mais bien d'un mental collectif interrelié à d'autres penseurs plus abstraits. Quoi qu'il en soit, le travail qu'ils font permet à l'idée de départ de descendre d'un cran. Elle est habillée, colorée, qualifiée par le mental justement de tous ces penseurs idéalistes comme eux, et qui de par le monde y sont sensibles. Et ainsi, l'idée devient plus adaptée à la conscience humaine de l'époque. Lorsqu'elle commence à être bien précisée, formulée, comprise par le mental concret, et vraiment désirée pour le bien de l'humanité, ben cette idée, ou cet idéal, est partagé au monde extérieur, par l'intermédiaire de livres, de conférences, ou tout autre moyen de communication grand public. L'idée de départ, transformée, vulgarisée sous forme d'idéaux, plus accessibles, va alors impacter le troisième groupe, encore plus nombreux, que l'on appelle les gens de bonne volonté, disséminés de partout dans le monde, et qui résonnent en accord avec ces idéaux clairement formulés. On va mettre... Okay. Voilà. Bonne volonté. Et donc ce groupe de gens de bonne volonté a un lien plus étroit avec toute la société civile, la masse des gens en souffrance, qui n'ont pas le loisir ni les moyens de penser à tout cela, et qui constituent le quatrième groupe le plus nombreux dans l'humanité. Donc, là on pourrait dire le reste de l'humanité, toute l'humanité. Au sein de l'humanité, donc, nous avons donc en gros une chaîne coopérative de 4 groupes qui permettent au plan d'amour de se frayer un passage et d'atteindre l'humanité. Le groupe des penseurs intuitifs, le groupe des penseurs idéalistes, le groupe des gens de bonne volonté et le groupe de la masse de l'humanité qui désire seulement avoir des conditions de vie meilleures, et à juste titre. Bien sûr, il y a de nombreux fondus enchaînés qu'on a essayé de représenter par ces cercles qui s'interpénètrent donc entre ces groupes. Par exemple, au sein du groupe des penseurs idéalistes, certains sont plus idéalistes que mental, que penseurs. Idem pour le groupe de gens de bonne volonté, où certains sont plus mentaux et d'autres plus émotionnels. Quoi qu'il en soit, c'est une chaîne justement ininterrompue entre le plan de l'intuition, celui du mental abstrait, du mental concret, du désir et du plan physique.
pourrait d'ailleurs la mettre en bas, le côté ici physique, peut-être le mettre en autre couleur. Physique, on retrouve les plans là, émotionnels. Physique, émotionnel, mental. Ici, mental, on pourrait dire abstrait, je mets abstrait. Et là-haut, l'intuition. Donc c'est ainsi que descendent toutes les idées et naissent une forme et naissent toutes les formes de société, tous les élans, toutes les impulsions créatrices de l'humanité, bonnes ou mauvaises en fonction du degré de déformation de l'idée. Car en effet, dans cette descente progressive de l'idée pure jusqu'aux actions concrètes, l'idée perd en qualité. Elle est fortement déformée. En fonction de la qualité du mental, justement des groupes, des penseurs idéalistes qui réceptionnent l'idée, elle peut donner naissance à des formes qui paraissent contraires parfois à la note primordiale. Surtout quand elle tombe justement dans des groupes plus idéalistes que penseurs. Par exemple, les horreurs du communisme ou les désastres du capitalisme sont pourtant l'expression déformée de principes, d'idées essentielles, comme l'idée de groupe pour le communisme ou l'idée de divine individualité pour le capitalisme. Mais malgré les dégâts que ces idées et ces idéaux ont causés par la piètre qualité de l'instrument mental et émotionnel de l'humanité, ils ont permis de faire progresser les consciences, qui peuvent alors maintenant s'interroger sur une nouvelle façon de voir le monde, une façon plus juste. Car, comme toujours, sur les ruines des crises, un autre monde toujours plus juste peut s'édifier. De crise en crise, l'humanité se réoriente toujours sous la pression de la note d'unité qui se révèle progressivement, au travers d'idéaux comme la fraternité, la coopération ou l'internationalisme ou d'autres. C'est l'inéluctable effet de la croix mutable, croix des mutations, appelée parfois aussi la croix des réorientations. À chaque crise, l'humanité peut se réorienter. Cette croix nous apprend justement que toutes les crises, aussi dures soient-elles, nous permettent de se réorienter. Dans cette descente, les idées donc perdent de leur qualité première. Mais en passant par les différents états de conscience présents dans l'humanité du moment, elles correspondent au mieux à ce que l'humanité dans son ensemble peut assimiler. Trop de lumière d'un coup ne ferait qu'aveugler et effrayer, ce qui serait d'ailleurs contre-productif du point de vue des grands êtres qui veillent sur l'évolution de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de réaliser cette continuité donc, de cette chaîne coopérative qui a lieu justement au sein de l'humanité. L'évolution de conscience de l'humanité, aussi lente soit-elle, est le résultat de cette coopération plus ou moins consciente dans l'humanité. Donc, à la question posée plus haut de savoir si l'humanité joue son rôle d'intermédiaire, on peut répondre que oui, elle le joue, mais encore de manière très inconsciente pour l'ensemble. On peut dire aussi que plus la lumière mentale et la lumière de la véritable intuition se développent, plus les deux premiers groupes s'agrandissent et plus l'évolution s'accélère. Autrement dit, plus les humains reconnaîtront leur véritable rôle, plus l'évolution s'accélérera. Et c'est ce qui se passe actuellement. À quoi voit-on que l'évolution s'accélère? Eh bien, paradoxalement, au nombre et à l'intensité des crises qui sont de plus en plus rapprochées et intenses. Vous l'aurez peut-être sûrement noté. En effet, il faut bien comprendre que toutes les crises sont le résultat d'une idée nouvelle qui s'incarne. C'est toujours une idée nouvelle, un changement de paradigme qui vient fissurer l'ancien monde, construit justement à partir d'une idée anciennement utile, mais maintenant dépassée. Il faut donc toujours avoir l'esprit qu'une crise est une idée nouvelle en cours de reconnaissance.
une crise est une idée nouvelle en cours de reconnaissance. Ceci est vrai pour l'humanité dans son ensemble, un pays, un groupe ou un individu en particulier. Et ce qui est une vraie source d'espoir dans toutes les crises que nous traversons en ce moment, eh bien, c'est de percevoir que nous sommes à la veille d'un monde véritablement nouveau. Et les trois autres règnent dans cette chaîne de coopération. Qu'en est-il? L'animal, le végétal et le minéral. Eh bien, eux aussi sont le relais, justement, encore inconscient de cette note. Car nous avons un impact extrêmement fort sur eux. Et la science nous le prouve sans cesse et de plus en plus. En fonction de nos choix, en fonction de nos choix de société, nos modes de vie, de consommation, de production, nos loisirs, qui sont les conséquences d'ailleurs concrètes de ces idées, nous impactons profondément les trois règnes avec qui nous partageons le quotidien. Ces règnes qui, au même titre que nous, sont issus et immergés dans cet être planétaire et qui coévoluent avec nous. Des règnes qu'il serait grand temps d'ailleurs de vraiment apprendre à considérer comme des partenaires d'évolution et non plus comme des simples décors ou des biens de consommation. Là aussi, on peut voir cette chaîne de coopération à l'œuvre. Les animaux domestiques, par exemple, très proches de l'humain, évoluent à l'image de leur maître. Au cas où vous en douteriez, pensez à observer autour de vous combien les animaux tendent à prendre le caractère de leur maître. C'est fort enseignant. Ces animaux domestiques sont aussi l'intermédiaire entre deux règnes, entre l'humain et l'ensemble du règne animal. Ensuite, il est plus difficile de percevoir clairement le fonctionnement avec le règne végétal et le règne minéral, qui sont beaucoup plus éloignés de notre conscience. Mais on peut penser que certains minéraux et végétaux sont aussi plus proches de l'humain, ne serait-ce que par l'agriculture, le jardinage, jusqu'à la nourriture que nous assimilons, faite de minéraux et de végétaux, ou toute l'activité sidérurgique qui transforme et crée des alliances entre les minéraux. Par ce contact avec l'humain, ils sont eux-mêmes transformés, bousculés, modifiés et poussés dans leur évolution. Car tout ce que vit l'humain, à leur contact, les impacte et imprègne aussi l'ensemble du règne en question. Parce qu'il faut bien réaliser aussi que dans chaque règne, durant un cycle de vie, la matière est imprégnée par l'évolution de la conscience, aussi petite soit-elle. Et quand il y a mort d'une forme, la matière modifiée, un peu plus subtilisée par l'évolution de conscience, est partagée, redistribuée au sein du règne tout entier, pour ensuite construire une nouvelle forme, plus évoluée, sur une base de matière plus subtile. N'oublions pas que tout est interdépendant et que tout se partage au sein justement d'un même organisme. C'est une véritable symbiose pour le coup. Pour résumer cette grande chaîne de coopération qui a lieu au sein de l'organisme planétaire, on peut dire que si la science exotérique nous révèle que l'évolution donc, de la forme est le fruit de la coopération entre tous les organismes terriens, la science ésotérique, elle, complète cela en ajoutant que tout évolue donc sous l'impulsion initiale de la grande conscience qui anime cet organisme. Pour le dire autrement, ce Dieu local est en fait une grande qualité d'unité qui cherche à se conscientiser et à se vivre du plus haut jusqu'au plus bas. Le but et le moteur de l'évolution est donc l'expression de cette qualité d'être. Au sein de la planète, tout concourt à cela. Mais vous pourriez me dire, qu'est-ce que vient faire le Sagittaire dans toute cette histoire, finalement? Bien, pour comprendre ça, inspirons-nous de sa représentation symbolique. Un arc et une flèche orientée vers le haut. Et mettons-le aussi en lien avec son signe opposé et complémentaire, les Gémeaux. La flèche peut symboliser le but, la direction focalisée, l'idéal que l'on se donne à suivre et à réaliser. Une direction claire, nette et précise. À chaque nouvelle résolution de dualité que l'on a vue en Gémeaux,
un nouvel idéal, une nouvelle direction se clarifie et prend forme en Sagittaire. Ce symbole peut nous raconter toute l'histoire de l'humanité et de l'individu qui avance d'idéal en idéal, de flèche en flèche. C'est bien une flèche d'ailleurs. Et lorsqu'il atteint sa cible, il décoche une nouvelle flèche, et ainsi de suite. Mais il y a toute une période de construction où l'humain, aveuglé par les brouillards de l'émotionnel, des désirs personnels, cherche à réaliser l'idéal de son ambition personnelle, pensant vraiment que c'est cela le but de la vie. En fait, il faut comprendre qu'à ce moment, il a bien été sensible à une idée, ou à un idéal supérieur, justement, qui cherchait à descendre du haut. Une idée d'ordre universel, issue du projet global pour un bien commun. Mais réceptionnée avec le filtre déformant de l'émotionnel, des désirs personnels, cette idée n'est pas traduite en termes d'idéal de groupe, mais déformée en un idéal de projet personnel pour sa réalisation personnelle. C'est comme cela qu'est né l'idéal, par exemple, de la réussite personnelle, du chacun pour soi, et éventuellement de ce qui s'ensuit de la compétition comme moyen de réalisation de cela. La conscience individuelle, émotionnelle, rabaisse toujours les idéaux en conscience, en objectif personnel. Il est intéressant d'observer que c'est cet idéal de la réussite personnelle, de l'ambition personnelle, qui a façonné et qui façonne encore nos sociétés modernes. Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, devise des Jeux Olympiques, qui est de mode en ce moment, et qui, d'ailleurs, qui ont bien dû naître sous le signe du Sagittaire, ces Jeux Olympiques. Quoi qu'il en soit, c'est cet idéal qui a donné naissance à toutes nos relations basées sur la course au profit, au détriment du vivant et des justes relations entre les humains et envers les autres règnes. Je ne fais pas un dessin, car il y a suffisamment de personnes justement qui mettent cela en lumière dans les médias de toutes sortes. Aujourd'hui, beaucoup de gens d'ailleurs en sont bien conscients de cela. Mais il arrive un moment où tout humain, comme nous l'avons vu en Gémeaux, il y a l'émergence de l'âme en soi, la naissance de l'enfant, pour reprendre aussi l'analogie justement vue en Vierge, qui va venir ébranler nos certitudes et nos anciens idéaux, pour nous pousser justement à rejoindre un nouvel idéal, à décocher une flèche, mais cette fois d'une autre nature, l'idéal de sa propre âme, qui travaille à l'unisson de toutes les âmes et de l'âme planétaire, pour amener justement l'unité sur Terre. Et lorsque nous rejoignons de tout notre être cet idéal, c'est-à-dire quand cette nouvelle flèche atteint sa cible, qu'est l'âme, alors nous réalisons que le but de la vie n'est pas notre propre évolution, mais bien l'évolution de l'ensemble de la Terre et de ses habitants. C'est là que le véritable Sagittaire, en nous, nous indique qu'il s'agit de la Terre. Celui qui tient l'arc n'est plus la personnalité qui cherche à rejoindre l'âme, mais l'archer devient l'âme animée de l'idéal divin, qui oriente sa flèche maintenant vers le bas, vers l'ensemble des terriens et de l'évolution planétaire. C'est pourquoi on l'appelle parfois le signe du disciple focalisé, pleinement engagé dans une seule direction et dont plus rien ne peut faire dévier la flèche. Car l'idéal divin lui a maintenant conféré le pouvoir de vision et celui de diriger le cours de sa vie conformément à cet idéal. On peut représenter tout ce parcours, cette réorientation de l'idéal, on va dire, comme cela sur notre schéma. La flèche. Mais donc avec les premiers idéaux, on va dire des idéaux d'abord un peu physiques, émotionnels, mentaux, tout chemin d'évolution, jusqu'à un jour pouvoir décocher la flèche de l'idéal de l'âme. Les francs-maçons,
qui, dit-on, sont nés sous le signe des Gémeaux, signe qui œuvre en symbiose avec le Sagittaire, pourraient peut-être voir... Ah, pardon, j'ai oublié, ça c'est la première flèche, mais ensuite, justement, la flèche qui redescend, une fois que c'est l'âme qui a l'objectif, justement, d'unir et de créer l'unité partout sur la Terre. Donc je vous disais, les francs-maçons qui pourraient peut-être voir la représentation du fameux compas qui indique par la pointe supérieure la direction justement du soleil levant, là où le plan de Dieu est perçu et connu. Plan d'amour, d'unité et d'inclusivité, qui doit être réalisé consciemment par l'humain jusqu'en bas, à l'aide de cet instrument créateur qu'est le mental, associé à un cœur inclusif, symbolisé par l'ouverture des deux bras du compas, qui inclut tous les terriens. Une autre façon de percevoir cela. Bien, nous voyons maintenant peut-être un peu plus clair sur ce qui concerne le rôle de l'humain au sein de l'ensemble. Mais qu'en est-il du troisième point, du silence, dont nous disions qu'il était la clé de cette énergie sagittaire? En effet, le silence est la clé pour pouvoir réaliser intérieurement et extérieurement cet idéal de coopération. On peut identifier 4 grandes phases de silence. Le silence de préparation, le silence de l'intuition, le silence de distribution et le silence d'intégration. Tout d'abord, le silence de préparation. Silence qui peut se percevoir dans l'attitude de l'archer. Ses 3 corps, physique, émotionnel et mental, et toute sa personnalité sont silencieux, dans le sens où il ne laisse aucun bruit parasiter justement son but et son action. Il est stable, serein et ferme. D'où la nécessité d'un silence physique, émotionnel et mental. Le silence physique, c'est apprendre à ne pas bouger physiquement, ne pas répondre systématiquement aux sollicitations du corps physique. Cela s'acquiert par la perception d'être pleinement ancré dans le corps éthérique planétaire. Le fait de se sentir relié à tout et de partout calme l'envie du corps physique de courir par monts et par vaux. La qualité de stabilité qui peut être évoquée justement pour accompagner cette sensation. Le silence émotionnel, c'est-à-dire un calme et une absence de désir personnel et d'ambition personnelle. Il s'obtient par l'orientation de notre sensibilité vers l'ensemble de nos partenaires d'évolution, c'est-à-dire par la sensibilité à la présence de toutes ces vies, de toutes ces consciences présentes au sein du corps éthérique planétaire et avec lesquelles nous coévoluons. Nous pouvons accompagner cette sensation en faisant résonner la qualité de sérénité au sein du corps émotionnel. Le silence mental est une absence de pensée parasite qui nous détourne de notre travail et de notre concentration mentale. Il s'obtient ici en visualisant et en se joignant au mental collectif de tous les penseurs intuitifs, véritablement concentrés et orientés vers le monde de l'âme et vers cette note d'amour-unité qui cherche à se faire entendre. Pleinement conscient alors de notre place d'intermédiaire entre le monde des âmes et le monde des hommes, le mental se calme. C'est cette fermeté de concentration qui vient à bout de toutes les pensées parasites. On peut accompagner cette perception en évoquant la note de fermeté au sein du corps mental. Stabilité, sérénité, fermeté peuvent résumer l'attitude de l'archer prêt à coopérer à l'œuvre unique en cours. C'est le silence de préparation qui va nous permettre de décocher la flèche de l'intuition pour rejoindre et fusionner avec l'idéal de l'âme, de toutes les âmes en unisson avec la présence de l'idéal divin d'amour, unité. C'est pourquoi le deuxième silence peut être appelé le silence de l'intuition. C'est ce silence qui va nous permettre d'entrer progressivement dans le groupe des penseurs intuitifs.
C'est un silence indispensable pour que puisse se déposer la délicate note qui est à l'œuvre au sein de la conscience planétaire ou de l'âme une. Attention, ce n'est pas un silence vide, un silence où il n'y a rien du tout. Non, c'est un silence plein, plein de ce que l'on ne connaît pas. Un silence saturé de cette qualité d'unité, comme on imagine qu'elle puisse se vivre au plus haut qu'on puisse concevoir. On appelle parfois ce silence le silence de la présence, car tout l'espace semble rempli de la présence de cette vie unique, de cette conscience planétaire, de cette qualité d'amour-unité qui œuvre derrière tous les événements du temps et de l'espace. C'est alors que tout prend sens. Ce sont des petits moments de fusion avec cette grande vie à l'œuvre, par l'intermédiaire de tous les acteurs qui la composent. C'est parfois dans ce bref moment de pleine présence que l'on entend résonner la symphonie que l'on appelle parfois l'harmonie des sphères, en référence à toutes ces sphères de conscience qui coopèrent à cette œuvre unique. Ce n'est pas un son physique, mais une note de conscience commune, qu'on appelle parfois aussi la voix du silence. C'est grâce à ce silence que l'instrument mental est impressionné, ensemencé, accordé vibratoirement à la note qui cherche à se révéler sur Terre. De là pourront naître les idées, puis les idéaux nouveaux, porteurs d'un avenir plus juste et plus coopératif. Vient ensuite le silence de distribution. C'est le silence qui va nous permettre d'accompagner cette note de coopération jusqu'en bas, afin qu'elle ne reste pas dans les sphères abstraites. Car il faut souligner que si ce travail est collectif, comme dans toute coopération, il est de la responsabilité de chacun de faire tout son possible pour que l'idée puisse s'incarner à travers nous, de haut en bas. Tout travail collectif demande une implication individuelle intense. À ce sujet, il est intéressant d'évoquer ce que ce grand être planétaire est appelé parfois l'homme céleste. C'est une autre façon de dire que Dieu créa l'homme à son image. Cela nous montre bien l'analogie entre ce qui se passe dans ce grand organisme et en nous-mêmes, entre les 7 sphères de conscience impliquées et nos 7 chakras. Cette chaîne de coopération de haut en bas, du plus subtil au plus dense, est donc aussi à réaliser en nous, pour accompagner justement mentalement, sensiblement et physiquement la note de l'âme, elle-même en lien avec l'âme une. C'est aussi ce que nous rappellent d'ailleurs les 3 croix, qui nous font travailler les 3 qualités de l'âme sur les 3 plans de la manifestation. Quoi qu'il en soit, que ce soit collectivement ou individuellement, on a vu combien l'idée de départ, du coup, pouvait se déformer de plus en plus au fil de la descente. Et la descente de l'idée jusqu'au plan physique est un voyage, on va dire, fort périlleux pour cette note subtile et délicate. C'est un peu comme si on cherchait à faire passer un petit bateau en papier, soigneusement confectionné, de l'autre côté de la rive d'un lac. On lui donne une impulsion première, on l'accompagne avec notre souffle, qui s'unit à la légère brise qui l'accompagne de l'autre côté. Si le lac reste calme, le bateau atteint son but, l'idée donne naissance à des idéaux et à des actions en accord avec l'intention globale. Mais si le vent se lève et que les eaux se déchaînent, le bateau arrive sur l'autre rive en piteux état, comme une boule de papier mâché. L'idée est alors déformée. Ou bien il est carrément englouti dans le fond. L'idée est alors stoppée dans son élan. Vous l'aurez compris, le lac et le vent symbolisent les eaux de l'émotionnel et le souffle mental. Cette petite histoire, juste pour nous dire que pour que l'idée atteigne son but, il est impératif que règne un calme, un silence sur les eaux de l'émotionnel et du mental. Nous pouvons citer quelques points plus psychologiques sur lesquels il faudrait faire silence si l'on veut faire traverser notre bateau de la coopération. Ce sont toutes nos attitudes qui empêchent la plus grande coopération de s'incarner. Beaucoup de points pourraient être soulevés, mais nous avons choisi particulièrement 3
en lien direct avec notre thème de la coopération. Donc 3 obstacles qui empêchent justement notre bateau d'arriver à bon port. Premier point, la critique. La critique, aussi bien de la société, du système en général que des individus en particulier, car la critique nous isole. Elle nous sépare les uns des autres. Elle rompt ce lien qui cherche à nous unir au sein de cette chaîne de coopération. La critique entre chercheurs de vérité est un véritable fléau qui coupe le subtil lien télépathique qui cherche à se tisser entre les penseurs pour que l'idée puisse se déployer dans toute sa dimension et dans toutes ses subtilités. Elle est un véritable obstacle à notre coopération mentale. Directement liée à la critique se trouve la rivalité, la compétition et la comparaison des uns avec les autres, sur lesquels le silence doit aussi régner. Le deuxième point, c'est l'ambition personnelle. Ambition personnelle symbolisée donc par cette flèche pointée vers le sommet de la réussite personnelle, mirage prédominant du Sagittaire en conscience individuelle. Ce besoin compulsif de réussite personnelle, voilà, avant tout. Attention, je ne dis pas que la personnalité ne doit pas s'épanouir, mais que cet épanouissement soit bien le fruit d'un véritable don de soi au sein de cette œuvre commune, et non la réussite personnelle comme un but en soi, totalement indifférent à l'évolution de l'ensemble, et voire même au détriment de cet ensemble. Plus subtile, cette ambition personnelle, qui peut aussi se cacher dans tous nos désirs et nos tentatives de coopération sur le plan physique, émotionnel ou mental, mais dans le but de profit personnel, plus ou moins déguisé. Cela s'appelle par exemple le greenwashing, où l'on coopère à la lutte contre le réchauffement climatique, mais surtout dans son propre intérêt financier, justifié par le fameux gagnant-gagnant, propre à toutes les initiatives coopératives issues de notre système individualiste, toujours intéressé personnellement. À ce sujet me reviennent les paroles à l'esprit de Lynn Margulis, qui disait que les termes gagnant-gagnant, avantage mutuel, sont totalement inappropriés pour décrire le fonctionnement de la nature et de la relation symbiotique qui s'y trouve. Car c'est toujours une terminologie marchande, individualisée, qui ne reflète pas la dimension collective et désintéressée de la véritable coopération. Mais il peut prendre d'autres formes dans nos vies, cette ambition personnelle. L'important n'étant pas la forme de coopération, car elle est vouée à se réaliser sous de multiples formes variées et diverses, mais le motif à l'arrière-fond qui est important. Alors faire silence sur toutes les vagues de nos élans intéressés et personnels de coopération est indispensable pour laisser la place à cette autre coopération qui cherche à se déployer jusqu'à l'autre rive. Et un troisième point, le troisième obstacle, l'appropriation, qui vient de la perception que les choses nous appartiennent en particulier. Appropriation mentale concernant par exemple les idées, qui débouchent sur la protection de ces idées, les brevets soigneusement gardés, avec toute la méfiance vis-à-vis des autres qui pourraient nous les voler, nous les prendre. C'est tout le monde de la propriété privée, l'idéal de posséder, sur lequel toute nos sociétés est fondée, à l'encontre totale de la réalité de l'âme et de cette vie coopérative en cours où rien n'appartient totalement à quelqu'un. Tout appartient à tous pour le bien de tous, dans cette vision et dans cette vie collective. Comme l'énergie qui circule de partout, comme ces idées qui ne font que passer à travers nous, mais ne nous appartiennent pas. Toutes les formes sont de la matière commune que nous apprenons à subtiliser pour le bien de l'évolution de conscience collective. À ce sujet, je vois mal par exemple le Bouddha accuser de plagiat toute personne qui dirait par exemple que la souffrance naît du désir. Au contraire, dans une conscience collective, on se réjouit de voir les idées se déployer à d'autres endroits et au travers d'autres personnes. Donc là aussi, le silence doit régner si on veut que l'énergie circule dans tout l'organisme. Mais il faut bien comprendre que ce silence de distribution,
qui a pour objectif d'éloigner justement tous ces obstacles, la critique, l'ambition personnelle, l'appropriation et bien d'autres, ne pourra être effectif qu'à la mesure de la vie et de la qualité, de la vie, de la qualité et de la clarté de l'idée que nous cherchons à accompagner. C'est à l'image du son émis par les cymbales d'Hercule lors de son 9e travail. C'est une note tellement vivante, claire et chargée d'essentialité qu'elle a eu le pouvoir d'écarter tous les oiseaux nocifs et bruyants qui obstruaient le ciel et empêchaient la lumière du soleil de briller sur terre. C'est donc en faisant résonner puissamment cette note de coopération en nous-mêmes, mentalement, émotionnellement et physiquement, que les vagues de l'émotionnel se calmeront et que ces obstacles se dissiperont. Nous y reviendrons dans la méditation. Si la vie, la qualité et la clarté de cette note est faible, alors son pouvoir le sera aussi. Le pouvoir d'une idée se mesure à la vie, la qualité et la clarté de sa note. Le 4e temps est un temps d'intégration, un silence d'intégration, où l'on écoute attentivement dans le monde et en nous ce que cette note, cette idée, a transformé, a modifié, ou ce dont elle est en train de modifier. Là aussi, c'est aussi un silence qui nous permet, derrière la multitude des formes, de reconnaître, d'accompagner, de soutenir ce qui vibre en accord avec cette note, mais aussi de laisser s'évanouir, se déliter tout ce qui est contraire à cela, ou qui vibre sur une ancienne note qui n'a plus lieu d'être. Pour cela, je vous renvoie à la conférence Vierge et Poisson. Il était question de pouvoir accepter tout ce qui est, mais aussi tout ce qui doit être, et laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Bien. Concernant ces 4 temps du silence, il ne nous aura pas échappé qu'ils sont en résonance avec les 4 temps du cycle annuel. Le temps d'alignement en hiver, de contact au printemps, de distribution en été et d'intégration en automne. En fin d'année, le Sagittaire vient nous rappeler que nous avons le pouvoir d'inscrire consciemment nos vies dans ce grand rythme justement créateur planétaire qui, au rythme des saisons et du zodiaque, contribue au plan d'amour. Il vient nous rappeler justement que l'ensemble des 12 signes, au travers des 3 croix cardinales, fixes et mutables, coopèrent à ce grand projet planétaire en cours. Et que par le silence, nous pouvons entrer plus profondément dans cette respiration commune, dans cette méditation inter-règne, qui est en cours partout dans l'univers et dont nous sommes conviés à prendre humblement part. C'est seulement par la porte d'un silence concentré et rythmé que nous pouvons y entrer et rejoindre notre place. Et c'est le bon moment en cette période de fin d'année pour écouter profondément l'engagement que nous avons pris en tant qu'âme dans ce projet planétaire, et ainsi se hisser sur un tour plus élevé de la spirale de l'évolution. Eh bien, je crois qu'il est temps de conclure. L'idée de coopération abordée ce soir est une clé qui nous a semblé importante d'approfondir, car c'est une des principales actuellement idées qui cherchent à façonner le nouveau monde, et qui est à l'origine des crises que nous traversons aujourd'hui et qui nous poussent à toujours plus coopérer. Que ce soit la crise du Covid, la crise des migrants, la crise de la guerre en Ukraine, la crise énergétique ou la crise climatique, sans compter les nombreuses crises de couple et bien d'autres, on commence à réaliser sérieusement que sans la coopération, rien n'est plus possible. Au point que le thème de la COP27, la semaine dernière, était « Coopérer ou périr ». Joli clin d'œil. Par tout ce travail, nous pouvons donc participer à aider l'humanité à réaliser la véritable nature de la coopération et à progresser ensemble plus rapidement, justement, sur le chemin de l'évolution. Par ailleurs, avec Michel, nous tenons à vous remercier pour tout ce travail justement effectué au travers de ces conférences
et à vous rappeler qu'en étant là ensemble, à chercher à comprendre ces idées abstraites, et donc pas forcément faciles, eh bien nous les faisons avancer un peu plus à travers nous. Nous leur permettons de descendre un peu plus bas dans la substance. C'est un véritable effort de groupe et chacun y contribue à sa façon, par sa présence physique, matérielle, affective, financière ou mentale. Alors, un grand merci à vous tous et beau temps de silence coopératif à nous tous. N'oubliez pas la méditation sur le site internet, je m'adresse à ceux qui sont derrière la caméra, et pensez aussi à vous abonner à la chaîne et en diffusant les conférences si elles vous semblent utiles, bien sûr. À bientôt. Ah oui, c'est vrai.